Allô à toi et bienvenue à un autre audit de Jules. Aujourd'hui, on va commencer avec de l'humour. Oui, je suis dans la foule en ce moment. On va écouter un extrait d'un sketch sur les riches de Virginie Fortin que je connaissais pas trop et puis que j'aime beaucoup. Allons-y. Non, mais c'est vrai, la vie, c'est vraiment un grand jeu d'argent, mais avec des règlements de marde. Des moins bons règlements qu'au Monopoly. Parce qu'imagine-tu la crise, toi? Si avant une game de Monopoly, il y a un gars qui partait avec 5000 pièces de plus que tout le monde. Juste de même. Parce que son père, c'est le chapeau. Personne voudrait jouer. Mais au Monopoly, il y a même du bien-être social. Hein? Passe égaux, réclamer 200 $. T'as rien crissé du tout, t'as 200 pièces. C'est du bien-être social. Mais la preuve que les règlements sont vraiment plus justes au Monopoly, c'est que tout le monde part avec autant d'argent. Les terrains sont encore tous disponibles. Puis malgré tout ça, on finit quand même par se chicaner. Mais dans la vie, nous autres, on joue contre du monde qui partent avec 500 millions de dollars de plus que nous autres. Il n'y a plus aucun terrain disponible, puis on joue pareil. On n'a aucune chance de gagner. Fait qu'en tout cas, si la vie, c'est vraiment un jeu d'argent, je propose qu'on finisse cette game-là. On va dire bravo à l'homme le plus riche au monde. Vous avez gagné cette partie. Maintenant, on recommence. Fait qu'on met tout le cash dans la boîte, puis on split égal. Oh! Et ça, c'est révolutionnaire cette idée. Il faut pas qu'elle apparaisse trop souvent. Ça peut être un danger public. Des idées socialistes comme ça. Ouf. En tout cas, Virginie, je t'aime beaucoup. Et pourquoi je parle de ce sketch-là que j'ai vu il y a déjà quelques semaines, c'est parce que en ce moment, on parle du CELIAP. Ceux qui ne connaissent pas le CELIAP, c'est une mesure pour ne pas payer d'impôts sur les premiers acheteurs. Parce que on va parler de logement. Le logement. L'offre de logement locatif croît, mais la demande bondit. Voilà. Ça fait des années qu'on parle de la crise du logement. Ben, c'est pas compliqué, hein? Il y a une demande, puis il y a une offre, puis là, il y a un écart tellement grand chaque année que, c'est des marchés d'acheteurs, non, de vendeurs plutôt pour l'immobilier, mais pour les locatifs aussi, c'est... Vous le savez, il y a une crise. Et là, pourquoi il manque de logements comme ça? Il y a plein de raisons qui expliquent ça. C'est une question d'offre et la demande. Mais quand on regarde la demande, qu'est-ce qui fait bouger la courbe de la demande? La première chose, c'est le nombre d'acheteurs. Ici, c'est le nombre de population qui augmente. Mais pas que. Mais il y a ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, je vais passer pour un raciste parce que je vais parler d'immigration. Oui, c'est quand vous avez, pas beaucoup, hein, juste 1%, à peu près 0,9% de hausse de la population l'année passée. Et puis là-dessus, il y a l'immigration. Et puis là, il faut juste entendre. Moi, je suis pour une certaine migration, mais ce que je dis, je suis socialiste. Il faut quand même pouvoir loger ces gens-là. Et puis, on a la misère à loger nos propres gens. Ça, c'est mon point. Alors, peut-être que des gens pensent comme moi. Peut-être que certains vont dire « Mais non, tu peux pas dire des choses comme ça. C'est épouvantable. Si tu es de gauche, tu n'as pas le droit de dire des affaires comme ça. » Je suis de gauche et puis je suis juste un peu lucide. Et puis, il faut accueillir les gens. Il faut pouvoir les loger. Et puis, pour les loger, c'est pas très compliqué. Il faut faire plus de logements, il faut accroître les mises en chantier. Puis pour ça, peut-être que il faudrait repenser comme la manière qu'on construit nos villes. On parle d'éviter l'étalement urbain, qui est entre nous une vraie blague. Là. On en parle depuis des années, mais on fait de l'étalement urbain. On s'en fout de la nature, ça fait longtemps. Là, au Québec, ici, au Canada, la nature, on n'est pas très écolo. En tout cas, certaines villes font du compost, Allô Montréal, mais sinon, on n'est pas très biocentré. Une fois qu'on a dit ça, mais qu'est-ce qui fait augmenter la demande? Oui, l'immigration, tant mieux, un nombre record de nouveaux arrivants. Mais c'est ce qu'on voit ici. Ça date du 3 janvier 2023. Alors, on est une terre d'accueil, fier de l'être.
Mais bon, ensuite, Ottawa interdit l'achat de résidences canadiennes par des étrangers. Vous voyez là, mélangez pas étrangers et immigration. Hein? Ceux qui sont immigrants, mais au moins, ils habitent ici, tandis que, je pense que c'est plus dans le cas de Vancouver, ben, il y a plein d'étrangers qui n'habitent pas ici, mais qui achetaient puis jusqu'à temps que Ottawa se réveille et puis décide d'interdire ça, en tout cas pour 2 ans, l'achat par des étrangers. Montréal aussi, je pense qu'il y a des tours de condos qui se faisaient acheter pour la spéculation, des logements qui étaient vides, mais c'est pas grave, ils prenaient de la valeur. Parce que justement, on gère mal l'habitation au Canada et au Québec. Puis bon, je vous apprends rien ici. Bon, j'ai assez parlé des immigrants parce que c'est un facteur, mais je ne sais pas si c'est le facteur le plus important. Parce qu'un autre facteur qui est très important, mais on l'a vécu lors de la pandémie, on voit que les couples se sont séparés. Et bon, les ménages qui se séparent, ben, ça demande plus de logements. Ici, il y a une petite statistique que je retrouve sur Statistique Canada. On voit que depuis 30 ans, mais ça fait juste diminuer. On a juste les chiffres 2011 là, qui ont diminué par rapport à 2016. Mais on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de séparations lors de la pandémie. Et puis, il y a aussi le télétravail. On sait aussi que les gens veulent du logement plus grand et ça prend plus d'espace. Donc, ça demande davantage de logements plus adaptés. Vous voyez, donc, l'immigration, c'est quelque chose, il faut tempérer, mais ensuite, il y a aussi, justement, les mœurs domestiques. Et puis pour ça, je n'ai pas de statistiques. Alors, si vous avez des statistiques, écrivez-les sur les commentaires. L'idée, c'est pas de trouver des coupables, mais de chercher des causes, tout simplement. Alors ici, on parle de crise du logement. Il y a Desjardins qui nous prévient qu'on n'a encore rien vu. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que, bon, les loyers hors de contrôle empirera en 2023, prévient le mouvement Desjardins dans une publication récente. Ce qu'on dit que c'est les loyers vont augmenter environ de 10%. C'est énorme, 10% hein, quand même. C'est une grosse partie du portefeuille de ces ménages-là qui sont côté locatif. Et puis, ce qu'on dit ici, c'est que bon, la construction d'appartements qui a baissé de 10% en 2022 par rapport à 2021 baissera encore de 20%. 20%! On va construire 20% de moins. Non, mais le voyez-vous, le mur? C'est épouvantable. Bon, mais l'article continue qui dit, en gros, ce qui explique la hausse du loyer, puis ils disent que les prix de l'immobilier vont continuer à baisser dans la perspective que les taux d'intérêt qui commencent à baisser. Ben, c'est pas demain la veille. On est lundi, demain on va voir, mais probablement que les taux vont augmenter encore demain. Donc, moi, je suis pas très confiant. Si vous pouvez acheter, faites-le. Ça va des bons prix en ce moment. Le logement va être rare, ça va être difficile. Évidemment, il y en a que ça avantage tout ça. Et c'est qui? Ben, c'est les propriétaires. Et puis, on sait que les propriétaires, au Québec, on est quand même, je pense, autour de 60% de locataires versus 40% de propriétaires. C'est l'inverse dans les autres provinces. On est vraiment là-dessus en retard. Mais bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 40% de propriétaires ici au Québec, et puis pour eux, ben, c'est un plus. Pourquoi? Parce que ta propriété, elle se dit rare. C'est ça un peu l'offre et la demande, mais c'est carrément ça. Donc, la rareté fait que tes propriétés prennent de la valeur. Alors, pour ces gens-là, qui doivent voter très conservateur, évidemment, quand on est bien positionné, on essaie de conserver les règles du jeu. Et on ne mettra pas l'argent dans la boîte pour jouer une game de Monopoly. Craignez pas, eux, ils ont compris. Ils ont bien compris. Et puis, je vais enchaîner avec, pour finir l'audit, on va auditer une partie de, vous l'avez reconnu, Pierre-Yves McSween, qui, tranquillement, on dirait qu'il tourne à gauche, il se rend compte des choses un peu de temps en temps que, finalement, le système avantage les riches, et de plus en plus. Mais bref, merci Pierre-Yves de le mentionner. Et puis, là, on va parler du CELIAP. Ah oui,
Parce que CELIAP, c'est un peu ça l'arnaque. Le CELIAP, ça permet de quoi? Mais ça te permet de te mettre 8 000 $ dans un compte CELIAP, comme un CELI, puis tu peux le retirer pour acheter une première résidence. Alors, ça te permet d'avoir 8 000 $ par année, en 5 années, donc 40 000 $ moins d'impôts. Mais ça, encore une fois, ben, pour sauver l'impôt, il faut déjà que tu en payes, hein? On s'entend. Fait que les plus pauvres, la classe moyenne aisée, c'est pas ça qui fait la différence. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ben, les gens payent moins d'impôts, donc il faut compenser. Donc, c'est qui paye de l'impôt à leur place? Bien, ceux qui ont déjà des maisons, ça, c'est pas si mal. Mais à quelque part, ils ne seraient peut-être pas d'accord. Puis ceux qui sont en logement, donc eux, comme tels, ils n'ont pas de crédit d'impôt, ils vont payer plus. Donc, c'est un désavantage pour les locataires. Puis c'est ce que Pierre-Yves nous dit. On va écouter un peu. Juste que je comprenne, là, Oui. c'est un compte, là, je peux mettre combien par année là-dedans? 8 000 par année maximum, jusqu'à 40 000 sur 5 ans. OK. Ce que tu mets, c'est déduit de ton revenu, donc comme un REER. Puis quand tu le retires pour acheter une maison, c'est non imposable. Donc, c'est un 40 000 d'évasion fiscale légalisée si tu achètes une maison. Le gouvernement dit finalement, si vous êtes un locataire et que vous n'achetez jamais de maison, vous pouvez le transférer à votre REER, mais vous n'aurez pas l'évitement fiscal. Et donc, ce qu'on est en train de dire au Canada, c'est qu'on donne un avantage aux propriétaires puis un désavantage aux locataires. C'est un peu ça qu'on dit, dans le fond. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on dit aux locataires qui n'ont pas été propriétaires, qui cotisent à cette patente-là, ça viendra augmenter votre plafond REER. Et là, les institutions financières se cognent la tête sur les murs. Il explique la complexité parce qu'ils ont décidé ça en décembre avec des modifications, fait que ça vient tard. Alors, on est le 6 mars. Il n'y a aucune institution bancaire en ce moment qui offre le produit qui devrait être normalement accessible à partir du 1er avril. On va voir si les institutions bancaires réussissent à se rendre là. Alors, deuxième extrait que j'ai choisi pour vous. Que normalement, là, il y a des exceptions, mais les gens qui arrivent pour l'achat d'une première maison, c'est des gens jeunes, c'est un jeune couple. Oui. Oh, attends, là, c'est Paul Arcand qui parle. Attends, Paul, tu es en train de nous dire que c'est les couples qui devraient pouvoir accéder à la propriété. Là. C'est ça, le cliché. Mais t'as pas tort, quelque part. Là. Si vous êtes laid ou laide, ou du moins vous n'êtes pas en couple, ben, oubliez la propriété pour l'instant. Vous devez attendre. Ça, c'est quelque chose qu'on dit jamais. Hein? Ouais. Mais Pierre-Yves a plus raison par rapport à l'aide parentale. Et puis ici, ce qu'on avait ici comme article, les parents canadiens ont donné 10 milliards à leurs enfants pour l'achat d'une maison. Alors, êtes-vous d'une famille bien nantie? Alors, ça représente 10 % des mises de fonds, mais c'est une moyenne. Alors, j'avais étudié là-dessus, cette question-là, et puis c'est plus important qu'on pense. Alors, il y a un écart entre les pauvres et les riches. On comprend. Continue, Pierre-Yves, s'il te plaît. Plupart bas. Mettre 8 000 de côté par année, Oui. c'est beaucoup. Ben, 8 000 de côté par année pendant 5 ans, ça fait 40 000 fois 2, parce que c'est par personne, c'est 80 000. Et donc, là, je te donne l'exemple que j'aime bien. Tu sais, t'es enfant bien nanti, de parents bien nantis, ton REE est plein. Tu transfères ton argent du REE là-dedans en le retirant avec peu d'impôts, tranquillement parce que t'es étudiant, tu comprends? Et là, paf, toi, t'as ton avantage. Et là, tu déduis pas tout de suite parce que t'as pas un gros salaire, mais c'est pas grave, ton capital est amassé. Et donc, tu sors de l'université, paf, t'achètes une maison tout de suite parce que t'as les moyens, tu t'es fait donner l'argent par tes parents. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'ajouter un outil de planification fiscale pour les familles bien nanties, qui donne un avantage fiscal, c'est une déduction élevée, donc c'est un bon revenu. Dans le fond, on dit que c'est un outil pour aider les familles à acheter une maison, mais c'est un outil pour aider les personnes bien nanties à ne pas payer d'impôts. OK, j'ai une question simple. Oui. Quelle est, selon toi, la meilleure façon ou le meilleur programme qui pourrait exister afin d'aider, parce que l'objectif demeure, là, compte tenu du prix des maisons, un jeune couple, par exemple, à s'acheter une première maison? Je vais te dire une affaire bien plate. Qu'il y ait plus d'offres sur le marché que de demandes. C'est-à-dire Que les prix baissent? Ben, si les maisons soient disponibles. Que, Ouais. Parce que dans le fond, quand le marché est en ébullition, quand on est comme présentement qui manque de logement, les propriétaires sont prêts, ou éventuels propriétaires, sont prêts à payer tellement cher que là, si tu leur donnes un outil de plus pour accumuler une mise de fonds, pour payer plus cher la maison, donc tu déplaces les prix. Et donc, la seule façon au Canada
de donner un accès à la propriété, c'est qu'il y ait plus de maisons que d'acheteurs disponibles, puis que là, dans le fond, on se Que le retrouve marché se calme. Ben exactement, et qu'au Canada, il y ait des habitations en masse pour les Canadiens. Si tu as ça, le marché va s'arranger tout seul, il n'y en aura pas de problème. Et l'autre point, c'est que là, tu viens de donner un outil de plus, évidemment, pour éviter de l'impôt. Puis ça, évidemment, Paul, j'allais dire dès le départ, c'est une belle promesse électorale. Mais au total, c'est pas bon. Puis là, je me ferai pas d'amis, mais j'y crois pas au bien-être collectif de cette mesure-là. Voilà. Et donc, c'est pas compliqué. Il faut construire plus de maisons. Et les taux d'intérêt étant élevés, on en fait moins. Et là, donc, on est dans un cul-de-sac. Et les seuls qui peuvent résoudre ça, mais malheureusement, c'est l'État. Et l'État, c'est des conservateurs. Ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas. Et quand j'ai conservateur, je ne dis pas le Parti conservateur. Je dis conservateur, c'est des gens qui pensent de manière conservateur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Non, mais c'est vrai, la vie, c'est vraiment un grand jeu d'argent, mais avec des règlements de marde. Des moins bons règlements qu'au Monopoly. Parce qu'imagine-tu la crise, toi? Si avant une game de Monopoly, il y a un gars qui partait avec 5000 piastres de plus que tout le monde. Juste de même. Parce que son père, c'est le chapeau. Personne voudrait jouer. Mais au Monopoly, il y a même du bien-être social. Passe égaux, réclamer 200 $. T'as rien crissé du tout, t'as 200 piastres. C'est du bien-être social. Mais la preuve que les règlements sont vraiment plus justes au Monopoly, c'est que tout le monde part avec autant d'argent. Les terrains sont encore tous disponibles. Puis malgré tout ça, on finit quand même par se chicaner. Mais dans la vie, nous autres, on joue contre du monde qui partent avec 500 millions de dollars de plus que nous autres. Il n'y a plus aucun terrain disponible, puis on joue pareil. On n'a aucune chance de gagner. Fait qu'en tout cas, si la vie, c'est vraiment un jeu d'argent, je propose qu'on finisse cette game-là. On va dire bravo à l'homme le plus riche au monde. Vous avez gagné cette partie. Maintenant, on recommence. Fait qu'on met tout le cash dans la boîte, puis on split égal.